Pour la dernière partie sur les équilibres chimiques, on va revenir sur le principe de la Châtelier. On l'a vu en classe, mais on va maintenant l'appliquer sur les équilibres de solubilité. Je veux rappeler que le savoir-faire lié au principe de Le Châtelier nous dit que on doit savoir expliquer des observations concernant une réaction réversible à l'aide du principe de Le Châtelier. Donc, on ne doit pas juste pouvoir prédire l'issue d'une perturbation sur un système à l'équilibre, mais on doit savoir expliquer. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de donner des détails par rapport à ce qu'on observe là, dans un système qui est perturbé. Donc, on avait utilisé l'activité numéro 10 pour s'exercer à ces explications-là. Donc, dans ce document-là, vous aviez le principe de la Châtelier qui dit que pour tous les systèmes à l'équilibre, lorsqu'ils sont perturbés, ils vont s'opposer aux perturbations en modifiant pendant un certain temps les vitesses de réaction directe et inverse pour pouvoir atteindre un nouvel état d'équilibre qui est différent du premier. Donc, vous vous rappelez que pour un équilibre là, standard, qui est déjà à l'équilibre, donc il y a des concentrations données là, de substances. Donc ici, ces substances-là ne seraient pas nécessairement à des concentrations égales, mais seraient à des concentrations constantes dans le temps, parce que la réaction directe et inverse se fait exactement au même rythme. Donc, pour un système comme ça, où les concentrations sont constantes, si on perturbe l'équilibre, par exemple en ajoutant du fer ici, bien, le système va réagir en s'opposant à la perturbation, donc ici en accélérant pendant un certain temps la réaction directe pour retrouver un état d'équilibre dans lequel les concentrations ne sont plus les mêmes que celles qu'on avait au premier équilibre. Donc ça, c'est le principe de Le Châtelier de façon générale. Donc, je vous rappelle que pour expliquer des observations qu'on ferait avec le Châtelier, on peut y aller en 4 étapes pour ne pas oublier de mentionner quoi que ce soit. Moi, je vous suggère d'utiliser les 4 étapes suivantes. Donc, de nommer la perturbation d'abord. Ensuite, de nommer l'opposition. C'est l'inverse de la perturbation. Donc, dans l'exemple précédent, la perturbation, c'était l'ajout de fer plus 3. L'opposition, ben, c'est de diminuer le fer plus 3. Comment le système fait-il ça? Mais on regarde de quel côté l'équilibre se déplace. Donc, quelles sont les vitesses qui sont momentanément modifiées. Donc, ici, on avait la vitesse de la réaction directe qui devenait temporairement plus grande que celle de la réaction inverse. Et quelles sont les conséquences? Bien, dans ce cas-ci, on avait une augmentation de la présence des ions FeCN plus 2 dans l'exemple précédent. Et puis, ces ions-là, bien, ils sont rouges. Donc, dans les conséquences, on pourrait nommer, par exemple, que le système serait plus rouge dans le nouvel état d'équilibre que dans le premier. Donc, ça vient lié aux observations. Donc, pour appliquer le principe de Le Châtelier maintenant à l'équilibre de solubilité, je vais encore prendre un exemple général dans lequel on va aller s'intéresser à ce principe-là. Cette fois-ci, j'ai choisi un exemple où on a un équilibre de saturation. Donc ici, un composé ionique solide qui se dissout pour former les cations et anions qu'il contient. Et dans la réaction inverse, on a précipitation de ces ions-là pour former le composé solide. Donc si on a un système à l'équilibre, donc qui est à saturation, on pourrait perturber cet état d'équilibre-là, par exemple en ajoutant des anions. Bien, à ce moment-là, le système va momentanément favoriser la réaction inverse. Donc ici, c'est la réaction de précipitation pour atteindre un nouvel état d'équilibre. Et dans le nouvel état d'équilibre, on aura nécessairement consommé par la réaction inverse les cations, donc leur concentration sera plus faible, et on aura provoqué la précipitation, la formation de composés solides. Donc j'aurai une plus grande quantité de substances solides dans ce système-là. Alors, je fais une parenthèse sur un autre système réversible à l'équilibre
qu'on a déjà rencontrés au laboratoire. Vous vous souvenez avoir fait les titrages acido-basiques avec des indicateurs colorés pour détecter la fin du titrage. Donc, les indicateurs acido-basiques sont justement des grosses molécules qui contiennent un H qui peut réagir avec l'eau. En fait, les indicateurs IN peuvent se retrouver avec un H attaché sur la molécule en présence d'eau. Ce H-là peut partir au profit de la molécule d'eau et on se retrouve avec un anion. Donc, dans le cas du bleu de bromothymol qu'on a utilisé au laboratoire, lorsqu'il est sous la forme anionique, il est bleu, et lorsqu'il est sous la forme hydrogénée, avec un atome d'hydrogène, la substance, elle est jaune. Donc, l'indicateur coloré, dépendamment s'il est dans des conditions où il y a beaucoup de H3O+, donc beaucoup d'acide en solution, la solution sera plutôt de couleur bleue. Et lorsque ce sera l'inverse, ben, la solution sera plutôt jaune. Donc, c'est un indicateur des conditions acides ou basiques de la solution, d'où le fait qu'on faisait un titrage acido-basique, là. Donc, l'indicateur nous donnait un peu des informations sur le pH qu'on avait en solution. Donc, on comprendra un peu mieux le fonctionnement des indicateurs colorés quand on sera rendu dans le chapitre sur les acides et les bases. Mais pour l'instant, on peut juste retenir que les conditions de pH peuvent influencer les réactions qui sont réversibles. Effectivement, lorsqu'une solution de bleu de bromothymol est en présence d'une grande quantité d'acide, donc par exemple ici avec du HCl, ça va modifier les conditions d'équilibre. Parce que le HCl, en solution, donc avec l'eau, il forme des ions hydronium en grande quantité. Donc, qu'est-ce que ça fait sur l'équilibre précédent qui est ici? Bien, la présence des ions hydronium en grande quantité, pensez à votre plateau d'équilibre. Si on perturbe notre système, donc en mettant une grande quantité d'H3O+, donc si on a une solution de bleu de bromothymol, on rajoute des H3O+, le système va chercher à les consommer, donc à les diminuer la concentration H3O+. Il peut faire ça comment? En favorisant la réaction inverse, donc de la droite vers la gauche. Et ça va donc provoquer l'augmentation de la concentration de l'indicateur sous sa forme jaune. Donc la solution va devenir jaune. À l'inverse, si on met notre solution de bleu de bromothymol dans une solution de NaOH, donc qui contient des ions hydroxydes, les ions hydroxydes, ce sont des ions basiques qui ont tendance à réagir avec les ions hydronium pour les neutraliser. Donc OH- plus les ions hydronium H3+, ou voyez-les comme des H+, là, les ions hydronium. Là. Donc OH- et H+, ça va former de l'eau. Donc il va y avoir neutralisation entre ces ions-là et ceux-ci. Donc, compte tenu que les ions hydroxydes qui sont produits viennent neutraliser ceux-là, le système va réagir comment? Bien, la perturbation, c'est que si on retire de ces ions-là, parce qu'on les neutralise, on les fait réagir. Donc, au lieu d'en ajouter ici, on les enlève, on les fait réagir. Donc, le système va chercher à augmenter leur concentration. Donc, comment il peut augmenter leur concentration? En favorisant la réaction de la gauche vers la droite. Donc, cette fois-ci, la solution va favoriser la production de l'espèce IN-, donc la solution va devenir bleue. Donc, l'ajout d'acide ou de base en solution peut venir influencer un système qui est à l'équilibre, qui est influençable par ces espèces-là. Si je prends Si on prend un équilibre de solubilité générale, donc un système à saturation, un composé ionique qui se dissout en sécation, si on perturbe l'équilibre, cette fois-ci, en ajoutant
un acide en solution, donc soit des H+, ou des H3O+, comme on vient de voir précédemment, mais l'anion va réagir avec cet acide-là. Rappelez-vous, les moins attirent les plus, là. Donc, l'anion va réagir avec cet acide-là. Donc, on retire de l'anion. Le système s'oppose à ça en favorisant la production de cet anion-là. Donc, ici, en déplaçant l'équilibre vers la droite. Et dans le nouvel état d'équilibre, on aura donc dissous une plus grande quantité de composés ioniques que dans le premier état d'équilibre. Donc, dans le nouvel état de saturation, on aura fait passer en solution une certaine quantité de composés ioniques solides. Un bon exemple de ça dans notre environnement, c'est la présence des calcaires qui sont exposés aux pluies acides en surface. Donc, les calcaires en carbonate de calcium forment calcium et carbonate en solution. Lorsqu'il y a présence de pluie acide, il y a présence d'ions H+ ou H3O+, qui viennent neutraliser les carbonates. Donc, si les carbonates sont enlevés au système de l'équilibre par la neutralisation, ça favorise la réaction directe. Donc, ça favorise la dissolution du carbonate de calcium. Donc, dans les endroits où il y a beaucoup de pluie acide et qu'il y a des carbonates, ben, les trous en surface ou carrément les grottes se forment de façon plus propice là, à cause de ça. Ça vous rappelle peut-être des observations que vous avez faites cette semaine avec les œufs. Donc, les œufs que vous avez placés donc, dans le vinaigre, dans le milieu acide, leur coquille est faite en carbonate de calcium. Donc, selon vos observations, vous avez peut-être remarqué que cette carapace-là de l'œuf, cette coquille-là, s'est lentement désagrégée, justement parce que le carbonate était de plus en plus, en fait, le carbonate de calcium était de plus en plus soluble dans votre vinaigre. Donc, ça a fait en sorte que, justement, il a fini par se dissoudre. Dépendamment si ça fait longtemps que vous l'avez mis, elle s'est peut-être fini par se dissoudre en entier. Vous avez peut-être retrouvé un peu de cette poudre blanche-là sur les bordures de votre contenant parce qu'il y a éventuellement eu reprécipitation sur les bords. Ceux qui avaient fermé le contenant ont peut-être remarqué qu'il y avait un petit dégagement de gaz en même temps. C'est du CO2 qui s'est dégagé aussi à cause de la présence des carbonates. Justement, on a eu du CO2 qui s'est dégagé. Puis, si ça fait encore plus longtemps, mais si ça fait pas longtemps, laissez-le là encore un peu. Vous allez remarquer autre chose aussi. Une fois que la coquille s'est dissoute, il reste une petite membrane organique qui retient l'intérieur de l'œuf. Et plus on le laisse longtemps, plus on s'aperçoit que l'œuf gonfle. Il va changer de forme. Donc, votre œuf aura plus la forme classique de l'œuf, mais va devenir de plus en plus rond un peu. Puis pourquoi il gonfle? C'est à cause d'un autre phénomène qu'on a aussi étudié dans notre cours de chimie, c'est dû à l'osmose. Puisque le contenu de votre œuf est plus concentré que le vinaigre, ben, l'eau du vinaigre traverse la membrane de l'œuf, qui est une membrane semi-perméable, traverse la membrane de l'œuf pour venir diluer l'intérieur de l'œuf. Donc, d'où l'effet du gonflement, parce que c'est une paroi flexible. Il y a un gonflement de votre œuf qui se fait aussi. Donc, c'est super intéressant cet exercice-là parce que ça vous fait à la fois observer l'effet d'un environnement acide sur l'équilibre de solubilité et également en même temps l'effet de l'osmose. Alors, en terminant, dans l'activité 10, à la toute fin, vous avez un petit devoir dans lequel je vous demande, sur la base du principe de Le Chatelier, dites-moi quel est l'effet d'un environnement acide sur l'équilibre de solubilité du composé minéral de l'émail des dents. Donc, vous avez l'équation ici avec le composé qu'on retrouve dans l'émail des dents. Je vous demande de me fournir une explication résumée d'abord. Donc, dans le tableau bleu ici, vous pouvez
m'indiquer directement quelle est la perturbation, l'opposition, le comportement du système et les conséquences. Et je vous demande en B de me détailler en mots votre explication. Donc, avec des phrases complètes, comment vous expliqueriez cette observation? Voilà. Pour la date de remise, je vous réfère au plan d'études sur Léa.